Très bien. Donc, je vais présenter Jean-Frédéric pendant qu'il s'installe. Donc, Jean-Frédéric Gerbeau est directeur de recherche INRIA. Il dirige l'équipe projet REO, qui est commune INRIA et Paris 6 CNRS. Ses travaux actuels portent sur la modélisation, la simulation numérique en hémodynamique et également en électrophysiologie cardiaque. Il a été impliqué dans de nombreuses collaborations industrielles, notamment dans le domaine biomédical. Il est rédacteur en chef de la revue Mathematical Modeling and Numerical Analysis, délégué scientifique du centre INRIA Paris-Rocancourt. Il a été visiting professeur à l'université de Stanford en 2008-2009. Il est lauréat de nombreux prix, et notamment des prix de l'Académie des sciences, le prix Pierre Fort 2008 et le Grand Prix Alcan 2010. Merci Nicolas pour l'invitation et pour l'introduction. Bien, il a été surtout question de cœur jusqu'à maintenant. Mon exposé va plutôt porter sur des aspects vasculaires. Alors je ne répéterai pas les informations déjà données par Nicolas sur l'importance des maladies cardiovasculaires dans le monde, en Europe en particulier, sur les coûts importants que ça génère. Je donnerai deux exemples bien connus de maladies vasculaires. Tout d'abord l'athérosclérose, qui consiste en une obstruction de certaines artères suite à des dépôts de matières grasses, le mauvais cholestérol, le LDL, puis la prolifération ensuite de cellules dans la paroi qui finissent donc par obstruer certains vaisseaux. Un autre exemple de maladie vasculaire, c'est le développement d'anévrismes, donc ces poches pathologiques qui se développent sur le bord de certaines artères, de façon privilégiée soit dans l'aorte abdominale, soit dans le cerveau, et qui peuvent conduire à des ruptures dont on connaît les conséquences. Alors évidemment, ces pathologies ont des origines biologiques très complexes. Je ne vais absolument pas rentrer dans cet aspect-là du problème. Je vais me contenter de caractérisation mécanique du problème. Donc vraiment de chercher à caractériser ce qu'on appelle l'hémodynamique, c'est-à-dire la description de la pression, du débit du sang dans les vaisseaux. Et plus spécifiquement, je vais m'intéresser à de l'hémodynamique numérique, c'est-à-dire la résolution sur ordinateur de modèles mathématiques décrivant l'hémodynamique dans les artères. Alors, voici brièvement le plan de mon exposé. Je commencerai par quelques généralités en hémodynamique. Ensuite, je ferai un focus sur deux problèmes importants qu'on rencontre quand on fait de la simulation numérique dans ce domaine. D'une part, ce sont les problèmes de conditions limites, et ensuite, c'est la manière d'attaquer les problèmes d'interaction fluide-structure. Enfin, je finirai par quelques considérations autour de la vérification, la personnalisation et la validation de ces simulations. Alors, probablement la formule la plus simple en hémodynamique, c'est celle qui est écrite ici. Vous considérez un compartiment vasculaire, par exemple un organe. À travers ce compartiment, la pression du sang va chuter. Eh bien, cette formule dit qu'en première approximation, cette chute de pression va être proportionnelle au débit du sang qui traverse l'organe. Et le coefficient de proportionnalité, c'est une résistance hydraulique dans ce cas. Dans certains cas idéaux, si vous considérez un cylindre de longueur L, de rayon R, eh bien on peut calculer explicitement cette résistance et on voit qu'elle est fonction proportionnelle en fait, à la viscosité du sang. Donc cette résistance vasculaire est proportionnelle à la viscosité du sang, elle est aussi inversement proportionnelle au rayon de l'artère à la puissance 4. Donc cette puissance 4 est vraiment critique. Ça vous dit que si le rayon de l'artère est diminué de seulement 16%, eh bien la résistance à l'écoulement va être multipliée par 2. Donc c'est assez considérable. Un autre exemple de phénomène hémodynamique intéressant est lié à l'élasticité ou la viscoélasticité des grosses artères, la compliance vasculaire. Et c'est là qu'interviennent ces phénomènes d'interaction fluide-structure sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir après, c'est-à-dire l'interaction entre l'écoulement du sang et la paroi de l'artère. Donc ce qui se passe, c'est qu'au moment où le cœur pompe, au moment de la systole, les artères, principalement les grosses artères, dont l'aorte, se dilatent et emmagasinent ainsi une énergie élastique qu'elle va ensuite pouvoir restituer à la circulation au moment où le cœur se repose pendant la diastole. C'est ce qu'on appelle l'effet Wien-Kessel, Nicolas l'a mentionné tout à l'heure. Cette interaction entre l'élasticité de la paroi et l'écoulement du sang est responsable de la propagation du nombre de pression. Et c'est précisément ce qu'on sent quand on mesure le pouls
Hein, c'est cette onde de pression qui se propage selon un schéma assez particulier. Naturellement, le long de l'écoulement, la pression moyenne va diminuer, mais la pression maximale peut augmenter. Vous voyez ici, plus vous êtes loin du cœur, plus vous avez fait ce phénomène de piquage de la pression. Et de manière assez intéressante, la vitesse de propagation de la pression est très supérieure à la vitesse d'écoulement du sang, d'à peu près d'un ordre de grandeur. L'onde de pression peut se propager à peu près à 10 mètres par seconde. Et elle est reliée à la rigidité de l'artère. Plus l'artère est rigide, c'est-à-dire d'une certaine façon, moins elle est saine, plus l'onde de pression se propage rapidement. Et on m'a dit un jour que c'était quelque chose de bien connu déjà dans la médecine chinoise, où les médecins chinois étaient capables de relier comme ça la vitesse de propagation de l'onde de pression à l'état, disons, la santé vasculaire du patient. Alors en hémodynamique numérique, quand on cherche à modéliser et à simuler ce type de phénomène, on utilise typiquement une hiérarchie de modèles qui va du 3D, donc, où on décrit précisément l'anatomie des vaisseaux, où on décrit précisément l'écoulement du fluide en chaque point, la vitesse, la pression, éventuellement, comme je viens de le dire, l'interaction mécanique avec la paroi. Mais vous pouvez aussi descendre d'un ordre de complexité et considérer des approximations par morceau des vaisseaux, donc considérer que chaque portion de vaisseau est un cylindre droit, et effectuer des moyennes des variables là-dedans. Donc là, maintenant, les variables sont la pression moyenne, le débit, et vous obtenez un système, alors qui est certes localement moins précis que le précédent, mais qui permet de décrire l'ensemble, disons un grand ensemble de vaisseaux, et en particulier de décrire, par exemple, ces vitesses de propagation de pression. Et de façon intéressante, ces modèles 1D ont été écrits dès le XVIIIe siècle par Euler. Les fameuses équations de la mécanique des fluides d'Euler ont été écrites à l'origine pour décrire effectivement les écoulements sanguins. Et si vous continuez à descendre en complexité, vous arrivez à des modèles qu'on va appeler 0D, parce qu'il n'y a plus de description spatiale cette fois-ci. Donc mathématiquement, ça se traduit par des équations différentielles ordinaires et non plus des équations dérivées partielles, dans lesquelles on a cette fois-ci comme variable des chutes de pression ou des débits. Et disons que ce sont des versions un peu améliorées de la première relation que je vous ai montrée, qui décrivait le lien entre débit et chute de pression à l'aide de la résistance. Voilà. Alors ces modèles 0D sont utilisés soit pour décrire des compartiments vasculaires de façon simplifiée, soit pour des conditions limites des modèles 3D. Je vais avoir l'occasion de revenir là-dessus. Alors par manque de temps, là, je vais me concentrer dans cet exposé sur des modèles 3D, aussi parce que c'est là que se trouvent les plus grands défis en termes de calcul scientifique. Je ne dirais pas en termes de physiologie. Il y a énormément de choses à tirer des modèles 1D ou des modèles 0D, mais disons qu'en termes de calcul scientifique, le vrai défi se situe vraiment au niveau du 3D. Alors, l'équation de base, quand on fait de l'hémodynamique 3D, ce sont les équations de la mécanique des fluides incompressibles, c'est-à-dire les équations de Navier-Stokes. Le point de départ, c'est la loi de Newton, masse fois accélération égale force. Simplement, on est dans un milieu continu, ici, dans le sang. Donc les forces vont être décrites à l'aide d'un tenseur de contrainte, le tenseur de Cauchy, qui, je vous rappelle ici, quand vous intégrez ce tenseur appliqué à la normale à une surface, eh bien, vous obtenez la force que le milieu continu exerce sur cette surface. C'est comme ça qu'il est défini. On fait quelques hypothèses. D'abord, une hypothèse tout à fait raisonnable, le sang est un fluide incompressible, ce qui explique qu'on a la divergence de la vitesse qui est nulle ici. Et puis on fait une hypothèse cette fois plus contestable, qu'on a un fluide newtonien, ce qui permet d'exprimer le tenseur des contraintes à l'aide de la pression et de la viscosité du sang. Alors cette hypothèse-là est contestable, on peut l'améliorer, on peut considérer des fluides newtoniens généralisés. Disons que c'est une hypothèse qui est relativement admise, au moins dans les grands vaisseaux. Et vous aboutissez aux équations classiques de Navier-Stokes, qui permettent de décrire en tout point du domaine de calcul et à tout instant la vitesse du sang et sa pression. Alors, voici des exemples de résultats de simulation 3D. Sur la gauche, ici, ce sont des artères pulmonaires qui ont été opérées, dans lesquelles vous voyez des lignes de courant, c'est-à-dire les courbes qui sont tangentes au vecteur vitesse à chaque instant. Et ça vous donne une idée de la complexité de l'écoulement qui se trouve dans ces vaisseaux. Ici, c'est une représentation à l'aide de vecteurs de vitesse au niveau de l'aorte. Alors, cet intérêt pour la modélisation 3D date grosso modo des années 90.
en particulier avec une corrélation assez forte qui a été faite entre des propriétés locales de l'écoulement et le développement de lésions vasculaires. Depuis longtemps, on savait que l'athérosclérose était localisée dans certains endroits privilégiés, typiquement dans l'aorte abdominale, dans les carotides. Et en calculant des quantités locales caractérisant l'écoulement, ici c'est ce qu'on appelle les contraintes de cisaillement, qui vont, donc ici vous retrouvez le tenseur des contraintes de tout à l'heure, vous lui enlevez la partie normale, et donc vous trouvez la partie qui correspond aux effets de cisaillement visqueux sur la paroi. Donc vous calculez des valeurs moyennes de ce cisaillement, des valeurs moyennes de la norme de ce cisaillement, vous constituez comme ça un index qui va permettre de quantifier à quel point le cisaillement à la paroi est oscillant. D'accord ? Eh bien, dans un article pionnier de la fin des années 90, qui est dans une équipe à Stanford, les auteurs ici ont fait une corrélation donc, entre des zones à faible cisaillement moyen et à fort cisaillement oscillant. Donc une corrélation entre ces zones-là et les zones privilégiées de développement de l'athérosclérose. Alors je dois mentionner que des études récentes, là, datant vraiment très récentes, de 2013, ont tendance à modérer ce lien. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que l'ensemble de la communauté est à peu près convaincu que des propriétés locales de l'écoulement ont effectivement un effet sur le développement possible de lésions. Je vous montre un exemple plus récent sur un exemple de planification de chirurgie cardiaque. Donc, dans son état normal, le cœur reçoit le sang par les ventricules droits, ici, les veines caves inférieures et supérieures, l'envoie dans les oreillettes droits, l'envoie dans les ventricules droits, puis l'éjecte par l'artère pulmonaire. Dans des cas pathologiques de malformation congénitale, vous avez un seul ventricule au lieu de deux, et il y a un geste chirurgical assez complexe qui consiste en fait à court-circuiter ici le cœur droit, à relier directement la veine cave supérieure et la veine cave inférieure aux artères pulmonaires. Cette opération se déroule en deux phases. Une première phase dite de Glenn, dans laquelle la veine cave supérieure est reliée aux artères pulmonaires. Et puis dans une deuxième phase, la mise en place d'une greffe artificielle qui relie la veine cave inférieure aux artères pulmonaires. Donc vous voyez ici, d'un point de vue hémodynamique, vous avez du sang qui arrive d'en haut, du sang qui arrive d'en bas, et qui doit repartir de chaque côté vers les poumons. Donc c'est un cauchemar hémodynamique. Et ce qui est intéressant, c'est que le chirurgien a une certaine latitude sur la manière de former cette greffe. Et puis évidemment, il va chercher à optimiser certains critères, dont j'en donne quelques-uns ici. Par exemple, chercher à minimiser la chute de pression. On veut essayer d'économiser de la chute de pression à cet endroit. Évidemment, répartir de façon équitable l'écoulement vers la droite et vers la gauche pour éviter des hypertrophies d'un côté ou de l'autre du poumon. Et d'autres critères comme des zones de stagnation qu'on cherche à éviter. Alors, donc une équipe commune à l'INRIA et à Stanford, dans laquelle en particulier Irène Vignon-Clémentel a travaillé, a considéré sur 5 patients plusieurs scénarios avant l'opération. Et en particulier a envisagé des scénarios qui étaient inédits, dans lesquels cette greffe ici avait une forme originale, en forme de Y. Et d'ailleurs, c'est cette forme-là qui s'est révélée être numériquement celle qui optimisait le maximum de critères. Voilà, donc ça c'est un exemple où l'expérience numérique permet d'abord d'être imaginatif, d'envisager des solutions qui n'avaient pas été envisagées avant, et ensuite, quantitativement, de choisir l'option qui semble la plus adaptée à la situation. Alors cet exemple me donne l'occasion de vous présenter le premier point un peu mathématique que je voulais montrer. Ici, pour des raisons évidentes, on a dû couper les artères. On ne peut pas faire une simulation tridimensionnelle sur le réseau jusqu'aux artérioles. Donc ça entraîne un très grand nombre de sorties, ici, artificielles, sur lesquelles il va falloir mettre des conditions limites. Et ça, c'est un vrai défi. Donc, si je reviens aux équations de Navier-Stokes de tout à l'heure, mathématiquement, c'est un problème aux limites. Pour bien le poser, vous avez le choix. Vous imposez soit la vitesse sur une portion du bord, soit les contraintes sur une portion du bord. Alors, peut-être pour fixer les idées, les contraintes, si je néglige juste intellectuellement les effets visqueux, vous pouvez penser à la pression.
D'accord? Donc, il va s'agir d'imposer, pour pouvoir faire le calcul, simplement, la vitesse ou la pression sur une partie du bord. Donc, si c'est donné, c'est parfait. Le problème, c'est que ce n'est jamais donné. On n'a jamais accès à la vitesse et la pression sur tout le bord du domaine. Donc, il faut trouver des solutions pour permettre de faire le calcul. Alors, on va reculer pour mieux sauter, puisqu'on n'a pas les quantités dont on a besoin pour bien poser le modèle 3D. On va coupler le modèle 3D avec un modèle de complexité réduite, le modèle 0D dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc dans le modèle 0D, comme je l'ai dit, on a une équation différentielle ordinaire. Hein, aussi. Vous avez une analogie évidente avec des circuits électriques ici. Alors le problème, c'est ce qu'on va faire du côté 3D. Parce qu'évidemment, le modèle est réduit côté 0D, donc les informations qui reviennent ne sont pas assez riches pour ce qu'on aurait besoin de faire du côté 3D. Alors, il y a quelque chose qui est à peu près immédiat, c'est de se dire, bon, le débit côté 0D, on va dire qu'il est égal au débit côté 3D. Donc on voit déjà qu'on a une perte d'informations, on aurait aimé avoir la vitesse côté 3D, on n'a que le débit, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Et puis on a une autre condition de transmission qu'on va mettre, c'est par exemple la continuité entre les contraintes normales d'un côté 3D, et la pression côté 0D. En fait, il n'y a pas que ce choix. On pourrait, au lieu de prendre les contraintes normales, prendre la pression côté 3D, ou d'autres options encore possibles. Donc là, on a une difficulté. Il n'y a aucune option qui s'impose naturellement. Donc on peut continuer à réfléchir et penser à un critère énergétique. On a un système physique, on aime bien avoir une bonne équation d'énergie. Donc ici, côté 3D, on va calculer la variation d'énergie cinétique. On va dire qu'elle est reliée ici à la puissance dissipée par effet visqueux. Tout ça, ça doit être égal à la puissance qui rentre par l'entrée des vaisseaux. Et puis vous avez un terme ici qui correspond à la sortie des vaisseaux. C'est justement sur cet endroit-là qu'on cherche à définir les conditions aux limites. Donc vous faites le même travail côté 0D, et vous vous rendez compte que si vous souhaitez que votre système global 3D 0D ait une bonne propriété énergétique, eh bien, il faut annuler ces deux composantes, de façon à ce que quand on somme les deux équations, eh bien, vous ayez un système, disons, fermé, enfin avec une bonne équation d'énergie. Voilà, donc si on fait ça, donc ça donne un guide, un nouveau guide. Je vous ai donné tout à l'heure deux options, je vous ai dit qu'il y en avait d'autres, donc en voilà une troisième. On va prendre ici les contraintes corrigées de la pression dynamique. Et on se dit, ça c'est certainement une bonne façon de faire, parce que c'est ce qui conduit à un bon bilan énergétique. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple, parce que ces conditions-là conduisent effectivement à un bon bilan énergétique du système couplé, mais ne sont pas vérifiées par des écoulements, disons, type qu'on rencontre en hémodynamique, des écoulements de Poiseuille ou de Womersley. Si vous utilisez ce type de conditions pour simuler ce genre d'écoulement, voici le genre d'artefact que ça crée à la sortie. Vous voyez que vous, au lieu d'avoir un profil parabolique caractéristique de ces écoulements de Poiseuille, vous avez ici un profil qui est complètement distordu. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. Alors je vais vous montrer un exemple. Ici, en fait, on se donne une espèce de juge de paix. Tout le problème vient de ce qu'on coupe le domaine artificiellement. Donc mon juge de paix, c'est un domaine que j'aurais pu prendre suffisamment grand. Et je considère une coupe à un endroit où je regarde le champ de vitesse. Alors vous constatez que le champ de vitesse est complexe à cet endroit. Et donc maintenant, imaginons que je n'ai pas pu faire le calcul sur tout ce domaine, et que je me sois limité au domaine coupé. Eh bien, voilà la simulation qu'on obtient. Donc, idéalement, il faudrait avoir les mêmes écoulements ici et là. Or, vous voyez que le fait de l'avoir coupé modifie considérablement l'écoulement et même conduit en fait à des instabilités. Et ces instabilités sont comprises parce qu'en fait, on a une énergie parasite qui n'est pas contrôlée. Il existe des méthodes de stabilisation qui, disons, soignent le problème, mais qui ne sont pas complètement satisfaisantes parce qu'elles ne respectent pas certains aspects physiques. Donc vraiment, actuellement, c'est un problème qui est essentiellement ouvert. On ne sait pas donner des conditions aux limites parfaitement convaincantes pour les écoulements 3D. Bon, on a des solutions, disons, raisonnables, mais encore une fois, pas entièrement robustes et pas entièrement convaincantes. Quelques mots maintenant sur l'interaction fluide-structure. Comme je l'ai dit, c'est responsable de la propagation d'ondes de pression. C'est quelque chose qu'on trouve à plusieurs endroits du système cardiovasculaire, dans les artères, dans les valves cardiaques, bien sûr.
Alors là, on se trouve face à un couplage multiphysique, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai parlé de mécanique des fluides. Cette fois-ci, il va falloir la connecter avec de la mécanique du solide, dont j'ai écrit ici les équations génériques. Alors comment on fait ça en pratique, d'un point de vue algorithmique? On va itérer entre les deux compartiments physiques, fluide et solide. Et je dirais qu'il y a deux façons essentiellement d'itérer. Un couplage implicite, où à chaque pas de temps, on va itérer un grand nombre de fois entre les deux jusqu'à atteindre un certain critère de convergence. Ou alors un couplage explicite, où on va résoudre une fois l'un, une fois l'autre, ou disons un nombre de fois donné l'un et l'autre, par pas de temps. D'accord? Donc c'est évidemment le second est beaucoup plus attractif, puisque en gros, un coût d'interaction fluide-structure, c'est à peu près le coût d'un fluide plus le coût d'un solide. Alors que si vous commencez à faire un grand nombre d'itérations, vous pouvez multiplier votre coût de calcul par 50. Hein, ça peut aller très très vite. Mais de façon intéressante, donc voilà un exemple de propagation d'onde de pression avec un schéma implicite. Voici ce qui se passe avec un schéma explicite. Voilà, donc ça c'est un exemple de simulation qui explose, donc un schéma complètement instable. Donc c'est quelque chose sur lequel on a pas mal travaillé. Et on a proposé, dans les années 2005, une explication de ce phénomène qui est relié à un effet mécanique bien connu, qui est l'effet de masse ajoutée. Et on a établi un critère qui permet d'expliquer un certain nombre d'observations assez étonnantes sur ces instabilités, en particulier le fait que l'instabilité est indépendante du pas de temps. On n'arrive pas à stabiliser le schéma en diminuant le pas de temps, ce qui est très, très inhabituel en analyse numérique. Et donc le fait d'avoir compris ce phénomène a permis de donner naissance à des nouvelles méthodes de couplage qui ont permis de réduire drastiquement le temps de calcul, soit des méthodes partiellement explicites, soit plus récemment des méthodes complètement explicites. Alors, il y a encore beaucoup de travaux là-dessus. Le challenge actuel, maintenant que les aspects de stabilité sont bien compris, c'est de travailler sur les aspects de précision. Alors, je vous montre quelques simulations un peu vintage de ce qu'on faisait il y a une dizaine d'années, donc de propagation d'ondes de pression à la fin des années 90, propagation d'ondes de pression dans une géométrie plus réaliste de carotide en 2003, maintenant une propagation dans une carotide de géométrie réaliste dans des conditions physiques réalistes en 2007. Mais ce sur quoi je veux insister ici, c'est le gain extraordinaire dans le temps de calcul. Et là, j'insiste, ce n'est pas un gain lié aux ordinateurs. Évidemment, les ordinateurs ont progressé aussi pendant cette période, donc c'est un gain qui se cumule avec celui des ordinateurs. Mais sur une même machine, entre 2002 et 2012, on a grosso modo gagné un facteur 50 dans le temps de calcul en progressant uniquement sur l'algorithmique, sur une meilleure compréhension des phénomènes mathématiques et physiques qui entrent en jeu dans le couplage de ces équations. Alors, je vais terminer l'exposé par quelques considérations donc, sur des notions de vérification, de personnalisation, de validation de ces calculs. Alors, par vérification, on entend a-t-on résolu de façon correcte les équations qu'on s'est données. Donc ça nécessite évidemment d'être dans l'état de l'art, disons, des méthodes numériques, de bien comprendre les phénomènes d'instabilité, la précision des schémas, tous les phénomènes assez complexes qui peuvent se produire dans des simulations d'éléments finis, en particulier en présence d'incompressibilité, des phénomènes de verrouillage, d'instabilité insup. Ça nécessite aussi, naturellement, de respecter des principes physiques de base, de conservation de la masse, conservation de l'énergie, etc. Mais bon, bien résoudre les équations, vérifier les principes de base, ne vous disent pas que vous avez résolu les bonnes équations. Même si vous les avez bien résolues, ce n'étaient peut-être pas les bonnes équations que vous avez résolues. Et ces équations, naturellement, dépendent de paramètres qui ne sont pas parfaitement connus. Nicolas en a parlé longuement tout à l'heure. Il va s'agir d'identifier ces paramètres, de personnaliser le modèle, c'est-à-dire de l'adapter à un patient donné. Alors, identifier les paramètres, ça veut dire choisir des jeux de paramètres qui va minimiser l'écart entre ce que vous donne le modèle numérique et vos mesures sur le réel. Mais sur ce point-là, je voudrais insister. Ce n'est pas parce que vous avez fait cette étape que vous avez validé le modèle. C'est-à-dire que si vous disposez par exemple de données d'imagerie et que vous avez identifié votre modèle de manière à ce que le modèle colle parfaitement à l'image, vous avez identifié le modèle, d'accord, mais ça n'a pas validé le modèle. Même si vous collez parfaitement aux mesures que vous avez, vous n'avez pas validé le modèle car vous ne savez pas si sur d'autres grandeurs
décrites par le modèle, comme les contraintes, par exemple, la pression, votre équation va vous donner les bons résultats. Donc valider le modèle, c'est en fait s'assurer que pour les quantités auxquelles on s'intéresse, le modèle a des capacités prédictives. Et ça peut être présent ou pas sur un modèle qui a été parfaitement recalé avec des mesures. Alors, je voudrais décrire un peu ces points sur un exemple précis, qui est la coarctation de l'aorte. La coarctation de l'aorte, c'est un rétrécissement de l'aorte à ce niveau, hein, juste après l'arche de l'aorte, et qui nécessite une reconstruction chirurgicale, et puis ensuite un suivi post-opératoire au repos et à l'effort. Il faut faire les deux types d'examens pour vraiment pouvoir évaluer l'état du patient. Et un critère clinique important, c'est de prédire la chute de pression entre avant et après la coarctation. Alors, sur ce point-là, il y a eu un challenge qui a été organisé l'année dernière dans une conférence satellite de Mikai, dans lequel les organisateurs du challenge ont proposé des mesures sur un vrai patient, de pression et de débit en entrée, des mesures de débit en sortie, et on proposait ça aux gens qui voulaient participer à ce challenge et leur ont demandé naturellement de prédire la pression en sortie, et donc de prédire le critère clinique utile dans ce cas-là, qui est la chute de pression causée par la coarctation, au repos et à l'effort. Et vous constatez que dans ce cas-là, alors ici il faut comparer donc à l'entrée les courbes rouges et noires, mesure et modèle, et en sortie les courbes bleues et pointillées. Donc, vous voyez ici qu'au repos et à l'effort, vous avez un saut de pression qui est relativement bien prédit par le modèle. Et encore une fois, ceci a été fait en aveugle, c'est-à-dire que ces courbes les courbes pointillées ici, qui correspondent à la mesure sur le plan après la coarctation, ont été révélées par les organisateurs seulement après le challenge. Donc on peut dire que sur cette question-là, précise, de peut-on évaluer le saut de pression, étant donné les mesures qui nous ont été fournies, qui étaient assez riches, on peut dire que le modèle est prédictif. Donc on peut dire que pour cette question, le modèle est validé. Mais on aimerait aller plus loin. Donc si on rêve un peu et qu'on fait un peu de science-fiction, on pourrait se dire que la simulation pourrait éviter au patient un second test, le test à l'effort, qui est un test lourd. Donc on pourrait imaginer que pendant le test au repos, on acquiert suffisamment de données sur le patient pour ensuite simuler le test à l'effort. Et donc ça, c'est peut-être possible, mais à condition de pouvoir estimer les propriétés mécaniques de l'aorte. Donc pour ça, il faut recourir à ce qu'on appelle de l'assimilation de données, c'est-à-dire utiliser des données présentes par exemple dans l'image ou par d'autres moyens de mesure et les intégrer à la simulation. Donc ceci va permettre d'identifier des paramètres dans le modèle, et le modèle va vous donner accès à des quantités qui ne sont pas visibles dans l'image, par exemple toutes les quantités dont j'ai parlé au début, le cisaillement à la paroi, les contraintes dans la paroi, etc. Si on réalise cette opération d'identification de paramètres sur des données synthétiques, c'est-à-dire des données qu'on a générées nous-mêmes et pour lesquelles on connaît le résultat, là ici on cherche à estimer la rigidité de la paroi dans 5 zones, on arrive relativement bien à estimer ces quantités. On a ensuite fait une validation in vitro, donc avec un tube en silicone sur lequel on a mis un ruban adhésif qui permet de modifier la raideur localement. Et donc on a retrouvé comme ça les raideurs distribuées sur ce dispositif expérimental. Et puis ensuite on a utilisé des données cliniques où là à nouveau on converge vers certaines valeurs, mais avec une difficulté évidemment insurmontable pour vérifier que ces valeurs-là sont correctes. Donc là, on ne peut pas dire qu'on a validé le modèle. En revanche, on peut dire qu'on a fait du mieux qu'on pouvait pour faire en sorte que le modèle colle aux mesures qui ont été prises sur ce patient. Alors, il y a un grand nombre de difficultés en fait, quand on manipule ces données réelles. La première difficulté, d'un point de vue mécanique, c'est que l'artère n'est pas à son état au repos. L'artère est sous pression quand on la voit sur un patient. Donc il faut d'abord préalablement calculer l'état de référence mécanique. Donc pour ça, résoudre un premier problème inverse. Une seconde difficulté à laquelle on est confronté quand on a affaire à des données réelles comme ça, c'est que sur les images, on n'a pas accès au déplacement. On aimerait bien pouvoir dire la différence entre le déplacement donné par le modèle et donné par la mesure va être minimisée, mais ça, on n'a pas accès directement au déplacement, à moins d'utiliser des données d'imagerie
de type IRM tagué, mais là, ce n'est pas du tout le propos ici. On n'a pas accès aux déplacements, on a accès aux déplacements normaux. Et donc là, évidemment, on a une perte d'information importante pour ce qui est des déplacements tangentiels. Et enfin, troisième difficulté, l'artère n'est pas isolée. Elle est entourée d'autres organes, d'autres tissus. Et donc je vais terminer avec cet exemple, parce que je pense que c'est un point où on arrive bien à illustrer la difficulté de valider un modèle. Ce qui était classiquement pris jusqu'à la fin des années 2008 comme condition limite autour de l'artère, c'est de considérer une pression uniforme. On estimait que c'était raisonnable. Alors ici, toujours l'équipe de Stanford a reconstruit, disons, des vitesses mesurées dans une section de l'aorte abdominale. Et vous voyez clairement que vous avez une dissymétrie. Il y a une partie qui bouge beaucoup plus que l'autre. Alors supposons qu'on ait pris dans le modèle l'hypothèse que la pression était uniforme à l'extérieur et qu'on cherche à estimer la raideur de l'artère. Alors, le résultat de notre phase d'identification, ça va être que l'artère est plus raide de ce côté-là que de ce côté-là. Et on aura pu parfaitement coller à la mesure de cette façon. Le problème, c'est que si on a cette dissymétrie, ça n'a rien à voir avec la raideur de l'artère, mais c'est parce que l'artère repose sur la colonne vertébrale. Et que donc on n'a pas une pression extérieure uniforme, évidemment, et que donc le modèle n'est pas assez riche. Et donc sur cet exemple, on voit bien qu'on peut faire coller un modèle pas assez riche sur des mesures, et avoir le sentiment qu'on a fait son job à la fin, mais en réalité, avoir un modèle qui se retrouve impossible de prédire quoi que ce soit parce qu'il est basé sur des hypothèses fausses. Pourtant, il est suffisamment complexe, on a cette impression initialement, mais non, là, il y a visiblement un défaut de modélisation. Et donc, on a travaillé pour modéliser les tissus externes d'une manière raisonnable, donc avec une modélisation réduite. On ne peut pas se permettre de modéliser les tissus externes avec la même précision que ce qu'on modélise là à l'artère. Donc on va supposer qu'on a sur la partie externe de l'artère une distribution de petits ressorts viscoélastiques, disons, qui vont modéliser l'effet des tissus extérieurs. Donc là, ce faisant, on introduit des constantes qui ont une réalité moins solide que ce que pourrait avoir la densité ou la viscosité, par exemple. C'est des constantes un peu phénoménologiques, mais qu'on va pouvoir aussi identifier par un processus d'identification. Donc ça, c'est ce qu'on a fait ici. Et si vous voyez ici les courbes, donc on compare les sections, et vous voyez que la partie bleue qui correspond aux données segmentées se rapproche raisonnablement bien de la partie verte qui correspond à ce modèle avec une prise en compte simplifiée des tissus environnants, alors que la partie en rouge est complètement à côté de la partie segmentée. Donc, on a sur ce modèle qui semble raisonnable pu coller aux mesures, donc on a cette satisfaction-là, mais encore une fois, il faudrait un effort supplémentaire pour pouvoir, comme on l'a fait par exemple pour la chute de pression dans la coarctation, valider ce calcul-là. Bien, j'en viens à ma conclusion. Donc l'hémodynamique numérique a fait des progrès spectaculaires au cours des 15 dernières années. Je vous ai présenté ceux réalisés en couplage flux-structure. On a compris également beaucoup de choses en couplage multirésolution dans les modèles 3D, 1D, 0D. Il y a énormément de questions ouvertes. J'ai parlé des conditions limites. Il y a aussi beaucoup de questions ouvertes en modélisation, les comportements de temps long, le phénomène de remodelage, d'adaptation, de régulation. Les applications qu'on vise, j'en ai montré quelques-unes, par exemple la planification de gestes chirurgicaux. Il y en a d'autres que je n'ai pas eu le temps de montrer, c'est des tests de dispositifs médicaux. On a eu plusieurs sociétés de bio-ingénierie qui sont venues nous voir parce qu'elles développent des dispositifs, par exemple des stents ou des valves endovasculaires nouvelles, qu'elles cherchent à tester par la simulation numérique avant de les tester sur des animaux. Donc on voit là aussi l'impact, en termes éthiques en particulier, que peuvent avoir ces simulations numériques. Je ne pense honnêtement pas qu'on pourra remplacer l'expérimentation animale, pas plus que la simulation de crash automobile ne remplace le crash réel d'une voiture contre un mur. On continue à faire des expériences réelles, mais l'expérience numérique permet de préparer considérablement mieux l'expérience sur l'animal. Donc ça, c'est un domaine d'application également très important de ces simulations numériques. Voilà. Et puis enfin, un grand chantier, c'est la personnalisation et la validation. Je vous ai montré des premières étapes encourageantes. Le problème est vraiment très difficile.
La moralité ici, c'est certainement d'exploiter toutes les informations disponibles. Je vous ai montré des images prises par scanner ou par IRM. Comme Nicolas l'a mentionné tout à l'heure, l'IRM de contraste de phase donne accès aussi à des mesures de champ de vitesse. Et donc on a vraiment intérêt à utiliser toutes ces modalités d'acquisition et à utiliser le côté multiphysique du problème. Parce que s'il semble assez naturel d'utiliser des mesures hémodynamiques pour estimer des paramètres de mécanique des fluides, des mesures de déplacement pour estimer des paramètres de mécanique du solide, il faut avoir conscience du fait que quand ces problèmes-là sont couplés, eh bien, des mesures de l'un vous renseignent aussi sur l'autre compartiment physique. Et donc, résoudre des problèmes multiphysiques, c'est un effort plus grand quand il s'agit de résoudre des problèmes directs, mais ça peut être payant au moment de résoudre des problèmes inverses. Voilà, et c'est sur ça que je vais conclure. Je vous remercie de votre attention.